La liberté de la presse en question dans ce journal, le Centre national de presse Norbert Zongo et le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques CODE-MPP ont fait cas des dernières menaces dont ont fait l'objet certains journalistes. Ces structures interpellent fermement le gouvernement. Deuxième conseil d'administration du secteur ministériel de l'éducation. Après un bilan dressé pour les activités de 2020, les acteurs de l'éducation sur place à Lumbila ont procédé à l'adoption du programme d'activité pour la prochaine année. Détail dans ce journal. Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Merci de nous suivre. Je vous disais donc un titre, le Centre national de presse Norbert Zongo et le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques CODE-MPP ont dénoncé ce 24 décembre les menaces dont sont victimes les journalistes ces derniers temps. C'était au cours d'un point de presse où ils ont mis en garde les forces rétrogrades. On en parle avec Serge Bado. En espace de quelques semaines, 3 journalistes ont fait l'objet d'intimidation. Il s'agit du secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, Sidiki Dramé, de Seri Baoula de la RTV Radio et de l'Adjibama. Sans connaître l'auteur de ces faits, le président de l'association des journalistes du Burkina, Gezouma Sanogo, demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la lumière soit faite. Qui en voudrait autant aux journalistes? Sans préjuger des auteurs de ces intimidations, le Centre national de presse Norbert Zongo et les collectifs des organisations démocratiques de masse et des partis politiques mettent l'État face à son devoir de protection de l'ensemble des citoyens de ces pays, et particulièrement les journalistes, les défenseurs de la liberté d'expression de la presse, ainsi que les défenseurs des droits humains, et qui consentent d'énormes sacrifices pour concourir à la protection des droits des populations des villes et des campagnes. Pour le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, face à ces menaces à répétition, affirme leur soutien et leur solidarité pleine et indéfectible aux hommes des médias victimes de ces menaces de mort. Mettre en garde quiconque oserait tenter d'attenter à leur vie. Appelle instamment les autorités en charge de la sécurité et de la justice à prendre toutes dispositions afin d'une part d'assurer la sécurité des journalistes menacés et d'autre part de rechercher, d'appréhender et de punir les commanditaires et les auteurs de ces menaces de mort et tentatives d'assassinat. Appelle les autorités burkinabées à se mobiliser afin de faire échec aux remises en cause répétées du droit à la vie et au recul démocratique au Burkina Faso. Le Centre national de presse Norbert Zongo et le collectif entendent tout mettre en œuvre selon Gezouma Sanogo afin que les événements de 1998 ne se reproduisent plus. Et selon eux, ce sont des actes qui mettent en mal la liberté d'expression au Burkina. Deuxième conseil d'administration du secteur ministériel de l'éducation à Lumbila. Le 23 décembre dernier, le programme d'activité de l'année 2021 a été adopté. La séance, présidée par le ministre en charge de l'éducation nationale, Stanislas Ouaro, a abordé plusieurs points dans la gestion du Covid-19 en milieu scolaire au Burkina. On en parle avec Mami Diréana Kamabou. Pour le compte de l'année 2021, le ministère de l'Éducation nationale a adopté son programme d'activité au cours du deuxième et dernier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année. Le plan d'action a été élaboré de façon consensuelle et participative avec les partenaires sociaux et les acteurs du domaine. Un plan estimé à plus de 534 milliards de francs CFA selon Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Donc 500 milliards pour le budget général de l'État, un peu plus de 10 milliards pour le compte d'affectation spéciale du Trésor en lien avec le programme de développement stratégique de l'éducation de base, CARS FSDEB, et puis il y a un autre programme cantine scolaire autour de 190 millions de francs CFA. Et puis les projets et programmes que nous avons le projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation, nous avons le projet de renforcement de l'enseignement franco-arabe. Nous avons donc un certain nombre de projets comme ça qui font autour de 23 milliards de francs CFA. Donc nous avons un budget de 534 milliards de francs CFA qui a été adopté dans le cadre du plan d'action. Donc
adopté à l'issue donc de ce CACEM. Un arrêté a été pris entre le ministère en charge de l'administration territoriale et le ministère de l'Éducation nationale dans le but de travailler à une meilleure prise en charge du Covid-19 dans les établissements scolaires. Le premier cours de la reprise, c'est-à-dire le premier cours du deuxième trimestre, soit le cours donc sur la Covid-19 qui a été élaboré, c'est un module, a été élaboré et validé par le ministère de la Santé que nous dispensons pour rappeler aux élèves, aux parents d'élèves et aux enseignants que la maladie elle est là et circule, il y a des cas actifs et nous devons faire attention et nous prémunir. Donc c'est un peu cela. Donc il y a pas, on ne s'affole pas, nous ne sommes pas dans une dynamique de fermeture des établissements. Ça, ce n'est pas pour le moment envisagé. Et ce qui est envisagé, c'est ce que je vous ai dit, c'est travailler à la prise en charge en déroulant donc notre protocole de prise en charge et travailler à davantage de sensibilisation en essayant de trouver des éléments de langage qui pourront convaincre parce qu'on sensibilise, mais malheureusement, on constate que 98% des établissements n'observent pas les mesures barrières que nous avons édictées. Stanislas Ouaro a par ailleurs salué l'engagement et la détermination du gouvernement et du chef de l'État pour la cause de l'éducation au Burkina Faso. Dans le cadre de la célébration du 5e anniversaire de la résolution 2250, la coalition du même nom portée par le Centre diocésain de communication avec l'ONG Oxfam a clôturé mardi dernier son forum sous-régional, forum donc qui a porté sur la participation des jeunes aux questions de jeunesse, sécurité et paix. Des jeunes venus du Mali, du Niger et du Burkina ont 3 jours durant réfléchi sur ces questions. Ami Valiant. Pendant 3 jours, les membres de la coalition 2250 ont échangé sur l'implication de la jeunesse dans le processus de la paix et de la sécurité des 3 pays de la sous-région, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina. Le président de cette coalition, Abbé Victor Ouedraogo, a présenté les objectifs de la coalition. La coalition 2250 est une initiative de l'ONG Oxfam qui, en décembre 2019, et à partir d'une résolution des Nations Unies, résolution nommée 2250, a voulu initier une coalition de jeunes des différents pays, notamment du Niger, du Mali et du Burkina, qui allaient s'approprier ce texte, cette loi-là, pour la transformer en activité concrète dans les différents pays de la sous-région. Pour les participants, ce forum est une réussite. Cela favorisera la mise en place d'un plan d'action national de plaidoyer pour les 3 pays membres. Je suis très satisfaite de ces 2 jours d'activité parce que non seulement nous avons échangé, nous avons mené des débats avec les participants venus du Mali et du Niger. Nous avons échangé entre autres sur les thématiques en lien avec l'implication de la jeunesse dans la résolution, la prévention et surtout pour prévenir les conflits dans nos différents pays membres du G5 Sahel. Donc, durant ces 2 jours, ce que je retiens surtout, c'est qu'il faut vraiment impliquer la jeunesse parce que nous ne sommes pas que l'avenir, nous sommes le présent et le présent se construit dès maintenant. Le parrain qui s'est fait représenter par le directeur national de la jeunesse a félicité les organisateurs pour le travail abattu. À la même occasion, il a réaffirmé son engagement d'accompagner ce projet. Le parrain se réjouit effectivement de cette initiative, félicite donc les organisateurs et marque la disponibilité du ministère effectivement à accompagner cette initiative-là. Vous savez, les questions de paix, de sécurité, de stabilité de nos pays, c'est des questions qui ne peuvent plus être traitées en l'absence et en dehors des jeunes. C'est pour cela que le pays tout entier, à travers le ministère de la Jeunesse, se réjouit de cette initiative et marque sa disponibilité effectivement à accompagner. Le forum marque le début de l'élaboration du document du plan d'action national du plaidoyer. Rappelons que ce forum s'inscrit dans le cadre du 5e anniversaire de la résolution 2250, dont les autorités burkinabées ont pris l'engagement d'impliquer les jeunes dans tout le processus de construction et de la consolidation de la paix. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération organisait jeudi dernier une cérémonie d'hommage et de reconnaissance à l'endroit de la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. À l'occasion, le représentant donc a été élevé au rang de l'officier donc de l'ordre de l'étalon. Image avec Sanata Serré. Après 3 ans de mission au Burkina Faso, Yoli Kimiassi a vu ses mérites reconnus par l'État burkinabé.
Elle a été faite ce jeudi, officier de l'ordre de l'étalon. Ce geste, selon le ministre des Affaires étrangères, vient témoigner toute la reconnaissance de la nation envers elle pour sa mission accomplie. Une mission durant laquelle les choses n'ont pas été faciles, mais qui a permis de renforcer les relations de coopération entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et le Burkina Faso. Nous avons eu quelques moments difficiles dans la gestion des camps de réfugiés, notamment à Mentao, lorsqu'il y a eu une attaque, en mai dernier, même à Goudougou aussi, lorsqu'il y a eu les menaces contre les réfugiés là-bas. Mais d'une manière générale, nous avons bien travaillé, nous avons eu les bonnes réactions, nous avons fait des visites de terrain ensemble. Il y a eu des investissements avec des financements de son organisation. Il y a eu la visite du haut commissaire pour les réfugiés dans notre pays, qui s'est déplacé même hors de Ouagadougou et qui après est devenu l'avocat de notre pays, puisqu'il a multiplié les plaidoyers qui ont été très utiles pour notre pays en cette période assez j'allais dire cruciale compte tenu des difficultés de gestion des centaines de milliers de réfugiés. Et la représentante du HCR a de se réjouir tout en saluant les autorités burkinabées pour cette distinction. Elle quitte donc le Burkina Faso avec un cœur rempli de joie. C'est un privilège parce que normalement on ne décore pas les institutions internationales. Mais comme le ministre l'a dit, on a des relations très particulières avec le ministère qui est toujours à notre écoute et qui est toujours avec nous pour trouver des solutions pour les réfugiés qui se trouvent au Burkina Faso. Je voulais dédier cette décoration à mes collègues que jour et nuit, avec coronavirus ou sans, ils ont œuvré pour qu'on puisse aujourd'hui mériter cette médaille. Donc, elle ne va pas pour moi seulement, mais tous mes collègues et aussi nos partenaires, comme justement la CONAREF et la CONASUR. Toutefois, Yoli Kimiassi parle laissant derrière elle des chantiers inachevés. Le Burkina Faso accueille à ce jour 21 000 réfugiés maliens qui vivent dans les camps de réfugiés de Mentao et de Goudougou dans la région du Sahel. Le secrétaire exécutif du Conseil international consultatif du Kazou a officiellement été installé dans ses fonctions mardi 22 décembre dernier à Ouagadougou. André Tandjepou a pris fonction en présence du ministre du Commerce, par ailleurs président en exercice du Comité international consultatif du Kazou. On en parle avec Camille Valiant. Par cette signature, André Tandjepou est enfin installé dans ses fonctions du secrétaire exécutif du Conseil international consultatif du Kazou CICC. C'est initialement en mars 2020 qu'il devrait entrer en fonction. Mais cette installation a dû être reportée en raison de la pandémie du Covid-19. André Tandjepou aura pour mission de travailler à la coordination de tout ce qui est politique au sein des pays membres de l'organisation. Comme vous le savez tous, la Covid-19 a affecté tous les secteurs de l'économie, que ce soit au niveau mondial qu'au niveau des pays du CICC. Mais comme on sait une catastrophe mondiale, les pays ont appris de cette catastrophe-là et ils vont s'ajuster et faire autrement pour avancer plus progressivement. Donc je pense que ce qui s'est passé est une opportunité, en termes de Covid-19, est une opportunité pour faire autrement et changer pour rayonner le secteur au niveau global. Le ministre du Commerce, par ailleurs président en exercice du Comité international consultatif sur le Kazou, a tenu à féliciter le secrétaire exécutif du Conseil international consultatif du Kazou CICC pour sa patience et l'inviter à travailler afin de contribuer au développement socio-économique des pays membres. Nous sommes donc arrêtés aujourd'hui pour finaliser donc la question de contrat, le signer et d'installer officiellement le secrétaire exécutif. L'installation devrait forcément se faire. On peut imaginer effectivement donc dans un nouveau locaux où le siège est à Abidjan, mais nous avons pris toutes les dispositions avec
le versement donc d'un procès verbal et tout le reste, de commun accord avec l'ensemble donc des ministres pour que nous puissions travailler avec les moyens de bord, qu'ils puissent travailler à distance, que nous puissions exploiter les nouvelles technologies pour travailler, et sans forcément nous retrouver dans un lieu physique, le temps que nous arrivons à régler un certain nombre de choses. Donc c'est le lieu de remercier le secrétaire exécutif qui a accepté de travailler dans ces conditions et qui a permis donc à ce que l'institution continue de vivre malgré donc la situation difficile, et remercier tous ceux qui ont contribué de loin ou de près pour qu'aujourd'hui nous puissions donc faire le point et bien entendu signer ce contrat et continuer le processus. Créé en 2016, le Comité international consultatif sur le Kazoo est basé en Côte d'Ivoire. Les pays membres du CICC sont le Bénin, le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Conakry, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. Ouverture le 23 décembre dernier à Ouagadougou de la deuxième session de l'année 2020 du comité de revue du programme budgétaire pour pilotage et soutien au service du ministère en charge de l'économie. Les différentes réalisations ont été passées en revue et de nouvelles perspectives pour l'année 2021 ont été dégagées. On en parle avec Sanata Serré. Le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques PAGPS est la seule composante du programme budgétaire pilotage et soutien des services du MINEFIDA. C'est un programme qui vise à améliorer l'efficacité des politiques publiques et la gestion des moyens de l'État à travers la promotion d'une gestion saine des finances publiques et le renforcement du système statistique national. Cette deuxième session de l'année 2020 du comité de revue du programme budgétaire sera donc consacrée à l'examen de la mise en œuvre du programme, suivi d'échanges sur les réalisations et les perspectives. Au menu de la session, 2 présentations sont prévues. L'une portera sur l'état d'exécution du PAGPS au 30 novembre 2020 et l'autre sur le projet de plan de travail de l'année 2021. Nous échangerons ensuite sur les éventuelles préoccupations en vue de trouver les solutions appropriées pour l'amélioration de l'efficacité et de la gouvernance du programme. En termes de bilan, plusieurs réalisations ont été enregistrées au cours de l'année 2020 dans le cadre du programme. Un bilan jugé donc satisfaisant par la responsable du programme budgétaire à pilotage et soutien des services du MINEFIDA. Alors, au titre de l'année 2020, c'est environ 2,7 milliards qui sont mobilisés pour la mise en œuvre de 2 sous-programmes qui composent donc le PAGPS. Il s'agit du sous-programme statistique et du sous-programme finances publiques. Alors, le bilan au 30 novembre 2020 est satisfaisant, je dirais. Les 2 sous-programmes ont pu réaliser des résultats importants. Je pourrais citer quelques-uns seulement. Alors, le sous-programme statistique a pu donc accompagner l'Institut national de la statistique et la démographie dans la conduite des travaux du recensement général de la population et de l'habitation. Le sous-programme finances publiques maintenant a accompagné le renforcement des compétences de 80 comptables secondaires des matières sur le système de gestion intégré de la comptabilité des matières. Il est envisagé dans le cadre de ce programme, au titre de l'année 2021, 90 activités, dont 40 pour le sous-programme finances publiques et 50 activités pour le sous-programme statistique, avec un coût de réalisation d'environ 9 millions de francs CFA. Ce programme d'un coût global de 10 milliards de francs CFA financé à 92% par l'Union européenne est prévu pour finir en décembre 2021. Après 5 années de dur labeur, Djetawende Honoré Kietega arrive enfin au bout du tunnel. Le commissaire de police a réussi sa soutenance. Désormais docteur en entomologie, il a su convaincre le jury et s'en sort avec une mention honorable. Soutenance à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo avec Yassine Sawadgo. Djetawende Honoré Kietega est promu docteur de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, après 5 ans de recherche. Un travail de recherche qui a été présenté à un jury. Sa thèse de doctorat a porté sur le thème « Insectes d'intérêt médico-légal au Burkina Faso ». Selon le président du jury, ce thème est d'une importance capitale. L'importance du thème que nous venons de suivre, c'est d'installer au Burkina une possibilité de dater les cadavres. Et cela demande un travail de fourmi.
Un travail qui consiste donc à identifier les insectes qui colonisent les cadavres. Et c'est la première fois que quelqu'un a fait ce travail de façon magistrale, bien suivie, ayant identifié tous les insectes qu'il a pu rencontrer. Et il a même fait une étude détaillée du développement de celui qu'on rencontre du début jusqu'à la fin et qui permet effectivement de mieux dater, si toutefois on en a le besoin. Pour son directeur de thèse, les résultats obtenus sont le fruit d'un don de soi du nouveau docteur. Et les connaissances acquises pendant ce travail scientifique et académique lui seront utiles tout au long de sa carrière de policier. Honoré Kentega, puisque c'est de lui qu'il s'agit, il a travaillé sur un thème relatif à l'entomologie médico-légale. Donc déjà, ce domaine de l'entomologie n'est pas très connu au Burkina et même en Afrique. Et donc du coup, le fait de travailler sur un sujet de ce genre, ça donne de l'originalité au travail, étant donné que c'est aussi un domaine qui est pertinent, vu le contexte dans lequel nous nous trouvons, où les situations de crimes non élucidés augmentent également. On pense que l'entomologie médico-légale pourrait aider à trouver des solutions pour résoudre les enquêtes criminelles. Alors c'est aussi pertinent pour le doctorant, le nouveau docteur maintenant on va dire, étant donné que lui-même travaillant dans un domaine qui est en lien avec la criminalité, puisqu'il est de profession policier. C'est un document de 187 pages que Honoré Kentega a présenté en 45 minutes. Et pour lui, c'est avec une grande joie qu'il récolte aujourd'hui le fruit de son labeur. C'est vraiment un sentiment de grande joie qu'après plusieurs années de péripéties plutôt et de recherche, on puisse avoir des résultats concluants à la fin de nos recherches que nous puissions présenter aux yeux du monde scientifique que nous venons d'intégrer ce matin. Et ce qui nous a motivés à choisir ce thème est que, en tant que policier que je suis, et le thème allait dans le sens d'ajouter une autre méthode d'investigation pour les choses, comme on appelle les investigations criminelles, surtout en matière de meurtre, en utilisant une très bonne connaissance de la biologie et de l'écologie des insectes. Rappelons que le travail du désormais docteur Djetawende Honoré Kentega a été sanctionné par la mention honorable par le jury composé de 6 membres. Et sa recherche a été assortie de plusieurs recommandations, parmi lesquelles on peut retenir la création d'un institut de sciences médico-légales. Valorisation des productions agro-silvopastorales, véritable force de l'autosuffisance alimentaire. C'est sous ce thème que s'est tenue la 4e édition de la foire agro-silvopastorale, ouverte le 21 décembre dernier. Elle s'est refermée donc jeudi 24 décembre. Reportage avec Mikel Toukri et Abdoulraminier. Après 72 heures d'exposition, la 4e édition de la foire agro-silvopastorale de Lumbila a refermé ses portes en présence de la gouverneure de la région du Plateau central. Fatoumata Yatassaï a salué le conseil municipal pour cette initiative qui consiste à la promotion des potentialités de la commune rurale de Lumbila. J'ai eu personnellement visité les différents stands avec mon équipe. J'ai vu le merveilleux travail abattu par les producteurs. J'ai vu des femmes promotrices de produits locaux, des femmes aussi qui faisaient de l'embouche. Il faut les encourager à perdurer là-dedans parce que c'est une ville, la région du Plateau central est une région focusée sur la maraîchiculture, les légumes et les fruits. Et cette initiative-là rentre en droite ligne avec la préoccupation des producteurs quant à la vente des produits qu'ils arrivent à cultiver et à produire. Donc c'est une initiative à encourager et je reste disponible en tout cas pour de telles initiatives. C'est un conseil municipal satisfait de la forte mobilisation des participants à cette 4e édition de la foire agro-silvopastorale. Dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, les meilleurs artisans sont distingués. Un choix selon le maire de Lumbila qui vise à stimuler une saine émulation entre les exposants.
Il faut que nous encourageons l'excellence. Donc on prend les meilleurs pour pouvoir primer. Ça encourage. Si on te dit que dans tout Lumbila, c'est toi, en matière d'agriculture, c'est toi qui es le meilleur, dans le domaine de l'environnement, c'est toi, ou dans le domaine de l'élevage, c'est toi, c'est encourageant. Il y a plein de gens qui sont dans Lumbila et qui excellent dans leur domaine. Alors c'est pourquoi nous avons pris le domaine agro-silvo-pastoral. Et vous voyez, ça va de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation. Donc toutes les chaînes de valeur sont prises en compte. Et là, on permet de savoir qui fait quoi, qui a l'excellence dans quoi, et ça fait des relations d'affaires. Et les gens savent qu'à Lumbila, on peut avoir ça. Il y a des échanges d'adresses, etc. Donc ça va promouvoir le tissu économique au niveau de la commune. Cette édition 2020 de la foire agro-silvo-pastorale de Lumbila a été une occasion pour le conseil municipal de remettre 70 permis à des femmes et hommes. Après le succès de cette 4e édition de la foire agro-silvo-pastorale, le comité d'organisation a désormais le regard tourné vers l'édition 2021. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à la semaine prochaine.